95% de la population mondiale vit sur seulement 10% de la surface terrestre. Autrement dit, la quasi-totalité de la population mondiale vit dans une toute petite partie de notre chère planète. Mais alors, que trouve-t-on dans les 90% restants? Eh bien, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est qu'une partie du globe renferme des histoires uniques, avec d'un côté des territoires magnifiques menacés par la pollution humaine, et de l'autre côté, des îles discrètes, peuplées de quelques dizaines d'habitants, où il est strictement interdit d'entrer. Alors tenez-vous prêts, aujourd'hui on voyage et je vais donc vous présenter certains des points les plus inaccessibles du monde. Une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire et de ce qu'on a l'habitude de faire ces derniers jours sur la chaîne. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez justement prévu de partir en voyage et que vous souhaitez réviser votre anglais, eh bien je suis très content de pouvoir vous parler de Cambly, qui est une plateforme de cours d'anglais en ligne qui nous soutient donc en étant partenaire aujourd'hui. Alors j'ai la chance de déjà parler anglais, mais j'avais pu tester pour vous un cours particulier et je trouve ça vraiment top parce que en fait ils vous mettent en relation avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle, ce qui est vraiment utile pour vous habituer aux différents accents. Et en plus c'est hyper flexible car vous avez des tuteurs qui sont disponibles tous les jours et 24 heures sur 24 et vous pouvez choisir donc vos cours selon vos objectifs, aussi bien professionnels que personnels par exemple donc pour un voyage. Et ils proposent maintenant des cours en groupe que j'ai là aussi pu tester. Vous pouvez donc choisir la thématique pour parler par exemple de cinéma, de sport ou encore évidemment d'actualité. Et l'avantage c'est que vous pouvez rencontrer des personnes du monde entier et découvrir d'autres cultures directement via ces cours en groupe. Moi par exemple je me suis retrouvé dans un cours avec notamment une brésilienne qui était présente, ce qui était du coup intéressant parce qu'au-delà du cours il y avait un échange culturel entre des personnes du monde entier. Alors si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste ici et en description, un lien qui vous offre 55% de réduction sur l'abonnement de 12 mois pour les cours particuliers et ceux en groupe, mais aussi un cours gratuit de 15 minutes. Le lien est donc directement en description. Allez, c'est parti et on commence avec l'île de Tristan da Cunha, l'île habitée la plus isolée au monde, située en plein milieu de l'océan Atlantique. Bon, déjà, petit point historique assez intéressant, c'est une île qui a été découverte en 1506 par le portugais Tristão da Cunha et elle est restée inhabitée pendant les 3 siècles suivants. Elle a ensuite été occupée par la marine britannique. La marine britannique, en fait, était inquiète que cette île soit utilisée par les Français comme base stratégique pour aller libérer Napoléon Ier. Et oui, en effet, Napoléon avait été envoyé en exil par les Anglais après sa défaite militaire pas très loin. Il a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Et puis même l'île de Sainte-Hélène, je dis qu'elle est pas très loin, mais elle est quand même située à près de 2000 km de là. Bref, vous l'aurez compris, l'île Tristan da Cunha est vraiment isolée. Très concrètement, pour y accéder, il n'y a pas d'aéroport sur l'île, donc pour s'y rendre, en fait, faut prendre un bateau depuis la ville du Cap en Afrique du Sud pendant environ 6 jours. Vous comprenez donc que c'est déjà assez galère, mais ça ne s'arrête pas là puisque les bateaux qui arrivent sur l'île ne passent que 8 à 9 fois par an, donc moins d'une fois par mois, ce qui laisse clairement pas beaucoup d'occasions d'y aller si vous souhaitez vous y rendre un jour. Alors je vous le disais, malgré tout ça, c'est une île qui reste habitée aujourd'hui, il y a environ 250 habitants, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce ne sont ni des scientifiques, ni des militaires, comme on pourrait l'imaginer éventuellement sur des zones comme ça, mais c'est tout simplement des citoyens britanniques qui ont décidé de vivre volontairement sur ce territoire le plus isolé au monde. Et parmi les habitants, heureusement, il y a quand même un docteur, c'est quand même pratique au cas de besoin. Et Tristan da Cunha n'est approvisionné donc que par bateau tous les 60 jours, ce qui oblige donc les supermarchés à passer des commandes des mois en avance. Et autrement, sur l'île, on retrouve tout de même une école, 2 églises ou encore un cybercafé. Allez, on passe maintenant à une autre île, ou plutôt d'ailleurs un archipel français. Et oui, ce sont les îles Kerguelen, surnommées d'ailleurs parfois les îles de la désolation. Oui, ça vous plante vraiment le décor, ça donne vraiment envie. Elles sont situées en l'occurrence dans l'océan Indien et la terre habitée la plus proche se situe à près de 3300 km de là. Il s'agit de Madagascar. Alors depuis les années 50, l'île principale des îles Kerguelen, qui s'appelle la Grande Terre, accueille une base française et entre 50 et 100 techniciens et
scientifiques y vivent. Alors il n'y a pas d'aéroport, donc pour s'y rendre pareil, il faut prendre un bateau. Et c'est là d'ailleurs que ça se complique, puisqu'il n'y a qu'une seule compagnie de bateaux qui peut s'y rendre. Et c'est au départ de l'île de la Réunion. Et de la même façon que pour l'île Tristan d'Acunha, les bateaux ne s'y rendent que 4 fois par an. Donc grosso modo, une fois tous les 3 mois. Et ensuite, le voyage en bateau dure là aussi environ 6 jours. Bref, là aussi très difficile d'accès, mais vous l'aurez compris, c'est une île un petit peu différente puisqu'il y a surtout une base scientifique. Mais pour l'anecdote, on en a pas mal entendu parler en France pendant la campagne présidentielle. Vous l'aviez peut-être vu lorsque j'avais interviewé le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. C'est une île qui vous parle, un archipel qui vous parle. Qu'est-ce que vous souhaitez installer dessus? Je mettrai les islamistes condamnés pour terrorisme. Voilà, ils iront faire un petit séjour là-bas, ça leur fera du bien. En effet, Nicolas Dupont-Aignan souhaite dans son programme envoyer des djihadistes condamnés pour terrorisme directement sur les îles Kerguelen pour que ça devienne en quelque sorte une sorte de bagne. Allez, place maintenant à l'île de North Sentinel, une île qui est géographiquement plutôt accessible quand on le voit comme ça sur une carte, parce qu'elle n'est pas très loin notamment de l'Inde. Mais le problème, c'est que vous risquez tout simplement de mourir en arrivant sur place. Bon, déjà, North Sentinel, pour la présenter, c'est une île d'à peu près 72 km², donc c'est l'équivalent par exemple de la taille de l'île de Ré. Et c'est une île qui est située au large de la Birmanie, en Asie du Sud. C'est un territoire qui est officiellement administré par l'Inde, mais qui est totalement coupé du reste du monde, à tel point d'ailleurs que personne ne peut vraiment y accéder sans se faire tuer. Bon, et vraiment, j'exagère pas en disant ça, en fait c'est une île qui est habitée depuis des millénaires par les sentinelles. Les sentinelles, c'est un peuple autochtone qui ne laisse personne approcher son île. Ils sont aujourd'hui l'un des derniers peuples à être aussi éloignés du reste de la civilisation, et on ne sait pas combien d'ailleurs il y a de sentinelles exactement, puisque vous l'aurez compris, c'est dur de s'approcher, mais il y aurait entre 40 et 400 individus qui vivent de la chasse et de la pêche sur place. Entre 40 et 400, on dirait des chiffres des syndicats et de la police sur une manifestation. Ça prouve donc qu'on a du mal à mesurer tout ça. En fait, pour dire les choses, leur mode de vie n'a pas vraiment évolué depuis l'époque à laquelle ils sont arrivés, à savoir il y a environ 50 000 ans. Alors vous l'imaginez, une civilisation comme celle-ci attire, et plusieurs curieux d'ailleurs ont déjà tenté de rentrer en contact avec eux. Ça a été par exemple le cas d'un touriste, John Shaw, un touriste américain qui s'est rendu sur l'île en novembre 2018 pour essayer d'évangéliser les sentinelles, en vain puisqu'il a été tué. Et parmi les rares personnes revenues vivantes de leur expédition sur North Sentinel, il y a notamment l'anthropologue indien Triloknath Pandit qui a eu un contact avec les sentinelles. Il a débarqué en 1991 avec des outils, de quoi cuisiner ou autre, accompagné de son équipe. Peu après cette expédition, le gouvernement indien a décidé d'interdire l'accès à l'île, et en 2013 d'ailleurs, un cordon de sécurité entourant l'île sur plusieurs kilomètres a été mis en place dans la mer. L'objectif est très clair, éviter que les bateaux s'y approchent et éviter que certains touristes ou explorateurs tentent d'approcher la zone. Allez, on poursuit avec la ville de la Rinconada, dans la région de Puno, au Pérou, en Amérique du Sud. Il s'agit de la ville la plus haute du monde, rien que ça. Elle est située à près de 5300 mètres d'altitude, dans la chaîne de montagnes de la Cordillère des Andes, nichée entre plusieurs glaciers. Et à titre de comparaison, le Mont Blanc, qui est le plus haut sommet d'Europe, est situé à 4800 mètres d'altitude, et l'Everest est situé à près de 8800 mètres. Alors, environ 50 000 personnes habitent à la Rinconada. Ils travaillent en grande majorité dans la même mine d'or et ils ne quittent presque jamais leur ville. Et pour cause, la seule route qui permet d'atteindre cette ville, elle passe par des zones montagneuses où il est très compliqué de circuler, et elle est d'ailleurs couverte de glace la plupart de l'année. Et en plus d'être un lieu difficilement accessible, les conditions de vie à la Rinconada sont déjà très dures. D'un point de vue biologique par exemple, puisqu'on est en haute altitude, il y a environ 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer, ce qui peut être un défi majeur pour ceux qui ne sont pas habitués à une telle altitude. Il y a également très peu de végétation, un réseau électrique vétuste ou encore pas réellement d'eau courante. Bref, selon les scientifiques qui ont étudié cette ville, Rinconada est une anomalie et leurs travaux montrent d'ailleurs que ses habitants sont à la limite de ce que peut tolérer physiquement un être humain.
On va maintenant parler non pas d'un lieu, mais d'un ensemble de lieux, peut-être l'un de mes préférés dans cette vidéo aujourd'hui, c'est les tépuis. Les tépuis, en fait, c'est ces montagnes au sommet plat qui s'élèvent au-dessus de la jungle tropicale. Ils se trouvent dans le plateau des Guyanes en Amérique du Sud et notamment au Venezuela. Alors autant vous le dire tout de suite, là on rentre dans la catégorie des lieux complètement inhabités. Si je vous en parle donc, c'est déjà parce que c'est très beau. Alors personnellement, ça me fait penser à des paysages qu'on pourrait voir par exemple dans Avatar. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en raison de leur isolement, les tépuis accueillent de nombreuses espèces endémiques, autrement dit des espèces qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Par exemple, un tiers des espèces qui vivent dans les tépuis de la Guyane vénézuélienne n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont aussi inaccessibles? Bon, vous le voyez visuellement, hein, donc je vais pas vous faire un dessin, mais en fait, ils ont des flancs verticaux qui tombent quasiment à pic, et les plus grands tépuis mesurent plus de 3000 mètres de haut, ce qui fait qu'il est très difficile forcément de s'y rendre à pied. Il y a seulement 3 de ces montagnes qui peuvent être explorées à pied, autrement faut s'y rendre donc en hélicoptère. Enfin, dernier lieu inaccessible, et pour le coup, on peut vraiment dire qu'il l'est, puisque personne, vraiment personne, n'a jamais réussi à s'y rendre. Il s'agit du mont Gangkhar Puezum, un sommet de 7500 mètres d'altitude, situé à la frontière entre le Bhoutan, un pays de l'est de l'Himalaya, et la Chine. Et si on en parle aujourd'hui comme l'un des lieux les plus inaccessibles du monde, c'est parce que, eh bien, cette montagne est considérée comme le plus haut sommet du monde, n'ayant jamais été gravi. En effet, il y a eu 4 expéditions au total entre 1985 et 1986, mais personne n'a réussi son ascension. Bon, et en plus, aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun moyen d'y accéder puisque l'accès à cette montagne est interdit. En effet, d'après la BBC, depuis 1994, l'ascension de tous les sommets de plus de 6000 mètres d'altitude du pays n'est pas autorisée pour des raisons religieuses. Bon, et c'est aussi pour des raisons de sécurité dans ce cas précis, puisque en cas d'accident, eh bien, ce serait très compliqué justement de porter assistance aux personnes en danger. Bref, voilà donc pour cette vidéo qui sort un petit peu du cadre traditionnel de ce qu'on fait sur cette chaîne. J'espère que ça vous a plu. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner. On tente quelque chose de différent. Je suis aussi preneur du coup de vos retours directement dans les commentaires. Ça vient en complément en tout cas aux autres vidéos que vous pouvez découvrir sur la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à très vite.